Exploratrices, explorateurs, bonjour. Je suis Stéphane, crypto-enthousiaste depuis 2016 et véritablement explorateur dans les blockchains depuis 2019. La blockchain est un univers à part entière et vous entendrez même très bientôt parler de métaverses qui seront des univers virtuels basés sur différentes technologies blockchain. De par ce gigantisme, j'ai décidé de partager avec vous chaque parcelle de la blockchain et des crypto-monnaies que je découvre. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Bonjour et bienvenue sur Explorateur Crypto. C'est mon premier épisode de ce podcast intégralement dédié à la blockchain, à l'univers des crypto-monnaies, que je dédie à tous les explorateurs qui adorent apprendre des choses, et notamment dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. On va pouvoir parler de beaucoup de choses. C'est le premier épisode, donc je ne suis pas forcément le plus à l'aise. J'espère que ce sera mieux dans les prochains. On verra bien. Et donc je me filme en même temps, comme ça je mettrai cet épisode de podcast également sur YouTube. Vous pourrez me suivre sur les réseaux YouTube, Instagram sur crypto.nurse et voilà, parce que j'ai un Instagram en fait qui est dédié en fait aux soignants comme moi, mes collègues qui veulent un petit peu s'intéresser à l'investissement, notamment dans les crypto-monnaies, pour tout simplement pour pouvoir assurer son avenir dans un premier temps et investir un petit peu son argent dans quelque chose de rentable. Donc pour ce premier épisode, on va parler de Satoshi Nakamoto et du Bitcoin bien entendu, puisque sans Bitcoin, pas de monde de la blockchain, pas de crypto-monnaie, puisque c'est la première crypto-monnaie. Le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto en 2009. Alors, je ne vais pas vous détailler dans les moindres détails ce qu'est le Bitcoin parce que vous avez le podcast de Cryptost qui l'a très bien fait avec notamment beaucoup d'articles sur leur site internet que je vous invite vraiment très fortement à aller consulter. Donc un petit peu de contexte historique pour la création du Bitcoin. Je vais baisser un tout petit peu la musique parce que sinon ça va vite nous prendre la tête. Donc pour le contexte historique, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2008, il y a eu une crise économique majeure qui avait été causée par la faillite de... Ça y est, je me suis perdu déjà, c'est le stress, c'est normal, de la faillite de Lehman Brothers, voilà, au niveau immobilier. Et donc, il y a eu des répercussions énormes à tous les niveaux, et notamment au niveau financier. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu ce qui s'était passé en Grèce à partir de 2009. En fait, on voyait les Grecs qui allaient faire la queue aux distributeurs et qui n'étaient pas capables de retirer plus de 100 € par semaine. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous pouviez avoir des millions d'euros en banque. Vous ne pouviez pas retirer plus de 100 € en cash. Et sans parler de la dévalorisation de l'euro à ce moment-là, et d'ailleurs de toutes les monnaies au niveau mondial. Donc, par rapport à la création du Bitcoin et des crypto-monnaies, il y a déjà eu plusieurs tentatives auparavant de création de crypto-monnaies, mais qui n'avaient pas fonctionné, notamment pour une raison simple, c'était que il n'y avait aucune garantie que si je vous donnais de la crypto-monnaie, en fait, j'en conservais une copie. C'est-à-dire qu'on copiait ça comme un copier-coller, comme une image. Ça posait d'énormes problèmes parce qu'à chaque transaction, ça voulait dire qu'une nouvelle quantité de cette monnaie était créée. Et ça, c'est pas possible sur le long terme parce que ça veut dire qu'il y aura forcément une forte dévaluation de la monnaie et une forte inflation, en fait. Donc, c'est pour ça que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de tentative réussie de création de crypto-monnaie. Jusqu'à l'arrivée de Satoshi Nakamoto, qui a donc créé le Bitcoin. Alors, qui est Satoshi Nakamoto ? On n'en sait rien, en fait. On ne sait pas du tout. Satoshi Nakamoto, c'est un inconnu ou un groupe d'inconnus. Satoshi Nakamoto fait partie d'un groupe de cypherpunks. Les cypherpunks, ce sont des personnes qui, généralement des
des informaticiens qui s'intéressent de très près à tout ce qui est technologie informatique. Et donc, Satoshi Nakamoto, donc comme je le disais, on ne sait pas qui c'est précisément, a créé cette crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'il a créé le livre blanc, ce qu'on appelle le livre blanc du Bitcoin. Un livre blanc, c'est quoi ? C'est un document dans lequel est listé tout le fonctionnement d'une blockchain. Et donc il a décrit le fonctionnement du Bitcoin, la vision qu'il avait pour cette crypto-monnaie. Ce livre blanc est consultable d'ailleurs, vous pouvez tout à fait le trouver. Je vais essayer de vous trouver le lien et de vous le mettre en description du podcast et de la vidéo. Pourquoi il a créé le Bitcoin ? Comme je vous disais, en fait, il y avait eu beaucoup de problèmes suite à la crise de 2008 pour accéder à son argent, en fait, à cause de la faillite des banques. C'est le cas en ce moment au Liban. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, mais en 2 ans, le Liban, la monnaie libanaise, c'est la livre libanaise, a perdu 90%, je crois, ou 95% de sa valeur en 2 ans. Et ils ont le même problème, c'est-à-dire qu'au Liban, vous pouvez avoir, j'ai vu un documentaire hier, on voyait un médecin qui voulait retirer 100 € au distributeur et ne pouvait pas, il ne pouvait retirer que 25 € alors que son compte en banque est très bien rempli. Et ça, c'est un problème parce que votre argent, vous le mettez en banque pour qu'il soit sécurisé et pour pouvoir y accéder quand vous en avez besoin. Et aujourd'hui, quand il y a une crise au niveau mondial ou même au niveau national, s'il y a une crise dans votre pays, vous n'avez plus accès à votre argent si les banques sont en faillite. C'est-à-dire que la banque n'a plus suffisamment de liquidités pour pouvoir répondre à la demande de tous ses clients. Donc elle est obligée de restreindre le nombre de retraits, un petit peu comme quand il y a une grève au niveau du carburant. Les stations-service peuvent limiter, vous dire voilà, vous n'avez le droit de prendre que 10 litres de carburant aujourd'hui par personne. Donc c'est le même problème. Et en fait, le gros avantage des crypto-monnaies, et notamment du Bitcoin, c'est que c'est un réseau de pair à pair. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, pour les natifs des années 80-90, on téléchargeait au début des années 2000 beaucoup en peer-to-peer, en pair à pair, avec notamment Imul par exemple. Et en fait, c'est un échange de données numériques de pair à pair, c'est-à-dire entre vous et moi, on peut s'échanger des données numériques sans passer par un tiers. Et le Bitcoin permet de faire ça avec de l'argent, c'est-à-dire qu'on peut s'échanger quelque chose qui a de la valeur sans passer par un tiers, c'est-à-dire sans passer par notre banque. Aujourd'hui, si je veux vous donner de l'argent, je ne le ferai pas. Si je veux vous donner de l'argent, je dois soit aller retirer de l'argent cash à ma banque, soit vous faire un virement depuis ma banque, soit vous faire un chèque. Donc c'est toujours par ma banque, ou vous payez en carte bleue. C'est pareil, ça passe toujours par le réseau bancaire. Et avec le Bitcoin, c'est pas le cas. En fait, on va voir que il me suffit d'avoir l'adresse de votre portefeuille. Et avec cette adresse-là, je peux vous envoyer une transaction. Je peux vous envoyer une certaine quantité de Bitcoin. Pardon, ça a bougé. Je peux vous envoyer une certaine quantité de Bitcoin. C'est une transaction qui est très rapide. Et pour pas dire quasi instantanée, mais on verra qu'avec le Bitcoin en lui-même, la transaction est validée toutes les 10 minutes. Voilà, c'est le fonctionnement de cette blockchain-là. Mais il y a des blockchains qui ont un fonctionnement beaucoup plus rapide, avec des dizaines de milliers de transactions par seconde qui sont possibles, c'est-à-dire beaucoup plus rapide que le réseau Visa par exemple. Le fonctionnement basique du Bitcoin, c'est de pouvoir vous envoyer directement de mon portefeuille à votre portefeuille une certaine quantité de Bitcoin, une certaine quantité d'un jeton, de quelque chose qui a de la valeur pour nous. Pourquoi je dis qu'il a de la valeur ? En fait, la valeur qu'on donne aujourd'hui à l'argent, quand vous avez votre billet de 100 €, le billet, il ne vaut pas en lui-même 100 €. Le billet, il vaut le prix du papier. Et pourquoi vous acceptez mon billet de 100 € si je vous le donne ? C'est parce que vous savez pertinemment que ces 100 €, vous allez pouvoir les échanger contre un autre bien qui a à peu près la même valeur. Voilà, donc cette valeur-là, elle est définie au niveau de la société. Elle est garantie par les banques, par le FMI, parce que on a des
des institutions bancaires qui garantissent plus ou moins que la monnaie reste stable. Mais comme on le voit, quand il y a des conflits, quand il y a des guerres, quand il y a des crises économiques sévères, les banques, le système bancaire ne peut plus garantir cette valeur-là. Ça a été le cas déjà au Venezuela, qui a eu une crise majeure. C'est le cas en ce moment au Liban. Et c'est le cas au Salvador. Le Salvador, c'est un très très bon exemple quand on parle de Bitcoin, parce que le Salvador, le mois dernier, a rendu le Bitcoin monnaie nationale. C'est-à-dire qu'en plus de leur monnaie, ils acceptent le Bitcoin comme monnaie nationale. Et ça, c'est le premier pays à le faire. Et ils ont été très très forts là-dessus. Ils ont été très forts parce que je pense qu'on est dans une course. Et là où on voit tous les pays occidentaux, notamment la France, qui freinent des cas de fer pour adopter le Bitcoin, parce qu'en fait, c'est des pays qui sont un petit peu régis quand même sous la table par la banque, en fait, par le système bancaire mondial. Faut pas se leurrer. On a Macron qui est président. Macron, il est issu de ce système bancaire. Il a beaucoup de contacts dans ce milieu-là. Il n'a aucun intérêt à décréter que le Bitcoin est accepté comme une monnaie nationale. Par contre, on le verra peut-être dans un autre podcast, quand il s'agit de taxation, là, il n'y a plus de problème. Ils nous prennent 30% sur le bénéfice. Ça leur fait plaisir. Voilà. Mais bon, on a de la chance. On a encore le droit pour le moment de faire des transactions avec le Bitcoin et tout ça, mais il n'y a rien de vraiment légalisé. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas interdit. Mais on voit quand même de plus en plus que les États des pays occidentaux font le maximum pour vouloir réguler le Salvador, donc à adopter le Bitcoin comme monnaie nationale. Vous pouvez aller au McDo, le McDonald's en a fait sa publicité, vous l'avez peut-être vu dans les réseaux sociaux. Le McDonald's accepte désormais les paiements en Bitcoin au Salvador. Le Salvador, par ailleurs, a offert la possibilité à chaque citoyen d'avoir un wallet, c'est-à-dire un portefeuille en Bitcoin, et ils donnaient, je crois, une certaine quantité, je ne sais pas si c'était pas l'équivalent de 200 €, je dis peut-être des bêtises, il faudrait que je revoie ça, mais voilà, ils donnaient une certaine quantité de Bitcoin à chaque citoyen, c'est-à-dire qu'ils ont investi là-dedans pour pousser leurs concitoyens à adopter ce portefeuille. Et cette semaine, la semaine dernière, ils ont également annoncé que le prix du carburant serait de 20 centimes inférieur par litre, par gallon. 20 centimes par gallon, donc c'est 3 litres et quelques, je crois, pour les paiements en Bitcoin. C'est-à-dire que vous payez votre carburant, vous avez droit à une ristourne. Voilà, donc on voit qu'il y a une très forte adoption de la part de l'État du Salvador. Leur président fait énormément de tweets à ce sujet-là. Ils sont à fond dedans et je pense vraiment que dans les 10 prochaines années, le Salvador va devenir un acteur majeur du monde de la blockchain, parce qu'il commence même à parler de légiférer en fait pour essayer d'attirer les entrepreneurs vers eux. Je ne vous cache pas que quand on a des entreprises qui sont autour de la blockchain, autour du Bitcoin, je pense notamment à Owen Simonin avec l'entreprise Just Mining. Owen, c'est un jeune entrepreneur, il a créé sa boîte, je crois, à 21 ans en Moselle. Et donc en Moselle, il est à 40 minutes du Luxembourg, où il pourrait partir pour payer moins de taxes, en fait, et pour pouvoir mieux payer ses employés aussi. Owen est formidable parce qu'il a créé sa boîte en France, et donc pour remercier le système français, il accepte de garder sa boîte en France. Mais du coup, il milite énormément pour la blockchain. Je sais qu'il avait déjà essayé de rencontrer à plusieurs reprises les ministres pour discuter de ça, parce qu'il y a beaucoup trop de tentatives de régulation qui sont trop contraignantes pour les entreprises. Et du coup, ces entreprises-là, en fait, commencent à fuir dans des paradis fiscaux, quoi. À Malte, en Estonie, parce que l'Estonie, pour tout ce qui est entreprise du digital, du numérique, c'est... Oui, faut pas dire digital, pardon. Les experts de la langue française n'aiment pas qu'on dise digital au lieu de numérique, mais c'est vrai que je regarde tellement de contenu en anglais que j'ai tendance
à utiliser les termes anglophones. Donc, il y a une fuite en fait des entreprises de la blockchain vers l'étranger, et je pense que la France ferait mieux, au lieu de jouer la même carte que pour l'Internet dans les fin des années 90, où on a beaucoup de startups qui ont dû partir aux États-Unis, eh bien, en fait, il va se passer la même chose pour la blockchain, sauf si la France décide de devenir un acteur majeur et de légaliser les crypto-monnaies, voire de rendre le Bitcoin deuxième monnaie nationale. Ça serait incroyable. Je ne rêve pas, je ne pense pas que ça arrivera de sitôt, mais je pense que les premiers pays qui adopteront cette vision-là, dans les 20-30 prochaines années, seront très largement en avance sur le plan économique par rapport aux autres pays. Donc voilà, pour un petit peu, j'ai fait pas mal de digressions, mais c'est bien, c'est que je suis à l'aise pour parler. On va parler un petit peu de l'histoire du Bitcoin. Je vais essayer d'accélérer parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Je dois avoir fini d'ici 20 minutes. Et puis, il ne faut pas que ce soit non plus trop long pour vous pour un premier podcast. Donc, l'histoire du Bitcoin, au niveau de l'adoption, le Bitcoin, en fait, la première transaction, ça c'est très intéressant, la première transaction en Bitcoin, elle a eu lieu le 22 mai 2010. On appelle ce jour le Pizza Day. Voilà, vous verrez, le 22 mai, vous verrez beaucoup de contenu sur Instagram, Twitter. Si vous vous intéressez un petit peu à la blockchain, vous verrez le Pizza Day. Le Pizza Day, c'est quoi ? En fait, c'est le jour où 2 pizzas ont été achetées pour la petite somme de 10 000 bitcoins. Voilà. Je vous laisse faire un petit peu de recherche dessus. Je vais vous passer les détails, mais j'ai plus le nom des deux personnes qui ont échangé ça, mais en gros, c'était sur le forum qui était fréquenté par tous les utilisateurs de Bitcoin à l'époque. Et il y en a un qui a dit, voilà, moi, je suis prêt à payer 10 000 bitcoins pour le premier qui acceptera de m'amener deux pizzas. Donc, à l'époque, ça valait à peu près $36. Et aujourd'hui, 10 000 bitcoins, écoutez, c'est simple. On va regarder à combien est le cours. Le cours actuel est à 56 800 $. Donc 56 millions, pratiquement 57 millions de dollars pour deux bitcoins. Du coup, l'adoption du bitcoin, en fait, elle se fait petit à petit par plusieurs étapes, et notamment, on voit régulièrement une adoption massive qui augmente fortement. C'est en période de ce qu'on appelle le bull run. Le bull run, c'est quoi ? C'est ce qu'on vit en ce moment en 2020 et 2021. En fait, c'est une période qui suit ce qu'on appelle le halving. Le Bitcoin, je vous fais tout dans le désordre, mais en fait, pour ce que je vais vous dire là, il faut que je vous explique le fonctionnement du Bitcoin. Le Bitcoin est une blockchain. Toutes les 10 minutes, il y a un bloc qui est créé dans la blockchain, qui valide toutes les transactions qui ont été faites les 10 dernières minutes. Ce bloc-là, il est validé par un ensemble d'ordinateurs qui sont sur le réseau Bitcoin, qui font des calculs. Et en gros, toutes les 10 minutes, il y a un de ces ordinateurs, un de ces nœuds, ce qu'on appelle le nœud, qui parvient par une série de calculs complexes à valider la transaction, et il est récompensé par une certaine quantité de Bitcoin. Il me semble qu'en ce moment, c'est 6,5 Bitcoin. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le minage du Bitcoin. Et la récompense, en fait, de toutes ces 10 minutes-là, la récompense en quantité de Bitcoin, tous les 4 ans environ, elle est divisée par 2. C'est-à-dire qu'on augmente la difficulté de calcul, et la récompense est divisée par 2. Ce qui fait qu'il y a une raréfaction du Bitcoin, et ce qui donne mécaniquement une survalorisation du Bitcoin. C'est ce qu'on appelle le halving, et qui est suivi généralement par un bull run. C'est là-dessus que j'ai misé en 2020 pour investir. J'ai commencé fin 2019. Il y avait eu le précédent halving qui avait eu lieu en 2016, et il y avait eu un très fort bull run en 2017, suivi par ce qu'on appelle le bear market, c'est-à-dire une forte chute du marché des crypto-monnaies en 2018, et qui s'est prolongée jusqu'en 2019. Et donc, quand je suis revenu fin 2019, ça avait déjà bien commencé à monter. Ensuite, il y a la crise du Covid, bien sûr, qui a fait fortement chuter le marché des cryptos comme le marché boursier.
Et c'est là que j'ai vraiment vu une opportunité et que j'ai commencé à investir à partir d'avril 2020 des sommes plus importantes avec des économies que j'avais en banque, et j'ai préféré les mettre sur le marché crypto. Et bien entendu, donc le halving a eu lieu en mai 2020. Et l'été qui a suivi, le Bitcoin a fortement augmenté. On était passé quand même d'une chute, je crois qu'il était descendu jusqu'à 3500 $ environ en mars pendant la crise Covid. À l'été 2020, il était remonté à 11 000 $ et 11 000, 12 000 pour atteindre son précédent point le plus haut, ce qu'on appelle l'ATH, en décembre 2020. Ou janvier, voilà, non c'est ça, en décembre 2020, il a dépassé son précédent ATH qui était de 20 000 $. Et en janvier, il a complètement explosé et on est monté au printemps, début du printemps, jusqu'à 65 000 $, suite à quoi il y a eu une forte baisse. C'est là que j'ai un petit peu paniqué. Mais bon, je vous raconterai, mais c'est vrai que j'ai vendu pas mal de mes cryptos à ce moment-là parce que ça avait beaucoup perdu. J'avais perdu quand même pas loin de 50% de valeur sur le portefeuille. Voilà, c'est ce qu'on dit. En une semaine, ça avait perdu 40% déjà. Ça va très très vite quand ça chute. Donc c'est pour ça, je vous dirais toujours, il y a un fort risque de perte d'argent avec les crypto-monnaies. Donc il faut faire très attention quand on investit, à investir uniquement ce qu'on est prêt à perdre. Et donc les bull runs, ils ont eu lieu. Alors il y en a eu un petit en 2011. En 2011, il y a eu une forte augmentation de la valeur du Bitcoin. En 2013, en 2017 et donc là maintenant 2020-2021. Le prochain halving, je vous l'annonce, ce sera en 2024. Donc prévoyez qu'en 2024 ou 2025, dans cet horizon-là, il y aura de nouveau une forte hausse. Par contre, attention, ça veut dire que là, d'ici 2022, probablement que le marché des cryptos va s'effondrer. Et vous verrez que beaucoup de personnes vont arrêter d'en parler. Et c'est quand personne n'en parle que c'est le meilleur moment pour y rentrer. C'est-à-dire que si vous voulez acheter des cryptos maintenant, si vous avez une forte somme à investir, c'est pas le meilleur moment. Voilà. Moi, je vous dis, suivez Explorateur Crypto. Voilà, allez voir sur Instagram crypto.nurse, mon compte Instagram. Vous suivez. Moi, je vais vous informer au quotidien du marché des cryptos. Vous apprenez un petit peu comment investir. Et une fois que le marché se sera bien effondré, alors là, par contre, on mettra en place des stratégies d'investissement en DCA, ce qu'on appelle du dollar cost average, c'est-à-dire investir des petites sommes de façon régulière jusqu'à ce que vous ayez un portefeuille de la valeur que vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce qui a fait la particularité du bull run de 2020-2021 ? On est toujours dans l'histoire du Bitcoin là. La particularité de ce bull run, c'est qu'il y a énormément de sociétés, d'institutionnels qui sont rentrés dans ce bull run, notamment MicroStrategy qui a investi des sommes folles, des centaines de millions de dollars dans l'achat de Bitcoin, mais aussi en janvier, vous en avez très probablement entendu parler, Tesla avec Elon Musk qui a fait vraiment exploser le cours du Bitcoin décembre-janvier en annonçant que Tesla avait acheté du Bitcoin. Alors, il a fait aussi beaucoup monter le cours du Doge, mais attention parce que le Doge n'est pas une crypto-monnaie avec un fondamental sérieux derrière. Voilà. Le Doge à la base, c'est ce qu'on appelle un meme, en fait, un mème, je ne sais pas comment vous le prononcez, M-E-M-E, c'est-à-dire c'est une blague créée par des utilisateurs de crypto-monnaie il y a plusieurs années de ça, pour montrer que en fait, il n'y avait pas besoin d'être le Bitcoin pour faire de l'argent. N'importe quel crypto qui copiait le système, le fonctionnement du Bitcoin, même sans valeur derrière, pouvait être valorisé. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est un petit peu pour ça au départ que Elon Musk l'a poussé. Mais je pense qu'il y avait aussi une stratégie pour lui derrière, c'est-à-dire qu'il avait très probablement acheté beaucoup de Dogecoin à son prix le plus bas. Et faut pas se leurrer, en fait, Tesla, Elon Musk, c'est aussi SpaceX. Et SpaceX, ils ont besoin de plusieurs milliards de dollars de fonds pour leur programme spatial, que ce soit pour les missions Artemis pour aller sur la Lune, et bien sûr pour les missions martiennes. Et quand on regarde le coût de lancement d'un spaceship
et combien de combien ils vont avoir besoin de milliards de dollars, moi ça m'étonnerait pas qu'Elon Musk ait joué là-dessus pour tout simplement faire gonfler son portefeuille crypto et pouvoir le réinvestir derrière dans SpaceX. On en reparlera, on verra dans quelques années si j'ai eu raison ou pas. Mais à mon avis, il y a de ça. Et donc dans l'adoption, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le Bitcoin qui est devenu la monnaie nationale au Salvador en 2021. Alors, vous verrez au niveau toujours de l'histoire du Bitcoin, vous entendrez beaucoup dans les médias parler d'un passé un petit peu scabreux. Notamment, le Bitcoin serait dédié au trafic d'armes, au trafic de drogue. Ça serait l'argent des trafiquants. Alors c'est faux. Il y en a très probablement, oui. Ça vient d'où ? Ça vient du fait qu'au départ, le Bitcoin était beaucoup utilisé sur le réseau Silk Road. Silk Road, c'était donc la route de la soie, c'était un site internet qui avait été créé par Mark Karpelès, qui était aussi l'ancien dirigeant de Mt. Gox, on va en parler un petit peu plus tard. Silk Road, effectivement, c'était un site internet du dark web où vous pouviez acheter de la drogue, des armes, des services. Si vous avez besoin d'un tueur à gages, c'était possible aussi. Et vous pouviez payer en Bitcoin. Effectivement, c'était le premier site, il me semble, à accepter les paiements en Bitcoin. D'où ce passé un petit peu glorieux, en fait. Mais il faut savoir que les transactions en crypto-monnaie sont intégralement traçables. Si je vous envoie du Bitcoin aujourd'hui, n'importe qui dans le monde qui a le numéro de notre transaction peut voir de quel portefeuille ça provient. C'est-à-dire qu'elle peut voir que vos Bitcoins proviennent de mon portefeuille, mais ça va encore plus loin que ça, c'est qu'elle peut retracer l'historique des jetons de Bitcoin qui étaient dans mon portefeuille. Elle peut revoir sur quel portefeuille ils ont transité, même s'il y a eu des milliers et des milliers de transactions, jusqu'à la création de ces jetons-là, de ces bitcoins-là. Donc il y a une traçabilité qui est infalsifiable et incontestable. Donc pour ma part, si j'étais un trafiquant de drogue ou un trafiquant d'armes, ça serait la dernière chose que je voudrais, de pouvoir être tracé si jamais quelqu'un découvre que cette transaction-là vient de moi et qu'elle puisse remonter toutes les autres transactions que j'ai fait. Ça serait complètement idiot. Et en fait, si on regarde en termes de pourcentage, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était infime le pourcentage de Bitcoin utilisé dans des transactions illégales et illicites. C'était, je crois, quelque chose comme 0,5%, alors que si on regarde avec le dollar, c'est plusieurs pourcents en fait. Il y a beaucoup plus de transactions illicites qui sont réalisées en cash, parce que le cash est intraçable et anonyme. Le Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas mon identité, vous ne saurez pas forcément que ce portefeuille est à moi, à ma personne. Par contre, eh bien, vous pourrez retracer l'intégralité de mes transactions. Donc c'est pseudonyme et pas anonyme. La troisième partie de ce premier épisode de podcast, c'est doit-on investir dans le Bitcoin en fin 2021 et en 2022 ? Je vous en ai un petit peu parlé en fait. C'est vrai que je suis parti un petit peu dans tous les sens pour ce premier épisode, mais déjà le sujet est beaucoup trop vaste. Et en fait, on va en reparler précisément dans d'autres épisodes. Mais je dirais que si vous avez une vision d'investissement sur le long terme, par exemple pour préparer votre retraite, ça peut être une bonne idée de commencer dès aujourd'hui avec quelques euros. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous mettez déjà un pied dedans, dans l'univers des crypto-monnaies, et ça va vous pousser un petit peu à continuer d'apprendre et de vous renseigner sur ce que sont les crypto-monnaies et le Bitcoin. Parce que vous ne voudrez pas perdre l'argent que vous avez déjà investi, donc vous allez vous y intéresser de plus près. Par contre, si vous voulez, mettons, investir 5 000 € dans les crypto-monnaies, n'achetez pas aujourd'hui 5 000 € de Bitcoin. Parce que rien ne dit que déjà, si le Bitcoin remonte au-delà de ces 65 000 $ du printemps, il y a de fortes chances que ça arrive très prochainement. Il y a de fortes chances qu'il monte et qu'il essaie de viser les 100 000 $. Peut-être qu'il ira même plus haut.
mais peut-être qu'il ne montera pas beaucoup plus haut, voire même peut-être qu'il bloquera sur ces 65 000 $, auquel cas la chute pourrait être vertigineuse. Donc, quelques euros par-ci par-là, oui. Si quelques euros pour vous, c'est 5 000 € et que vous avez des millions en banque, vous pouvez mettre 5 000 €, mais voilà, toujours une petite proportion de l'argent que vous avez et surtout de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais voilà, ça va vous permettre un petit peu de commencer à vous y intéresser et à voir comment ça fonctionne surtout. Pour les débutants, ce que je préconise donc c'est le DCA, le Dollar Cost Average, c'est-à-dire que vous mettez de façon régulière quelques euros. Moi, pour ma part, j'ai un portefeuille en Bitcoin sur lequel je mets 20 € de Bitcoin. J'achète 20 € de Bitcoin toutes les semaines. C'est une petite épargne, en fait. Au lieu de mettre sur un livret A pour mon fils, je lui mets sur un portefeuille crypto et j'espère que dans 10 ans, ces 20 € par semaine auront pris beaucoup de valeur. Ou faire du DCA, vous pouvez le faire sur plusieurs sites internet, vous pouvez le faire sur Coinbase, sur crypto.com, sur Stackinsat. Stackinsat, c'est un service que j'utilise, ils prennent 1,7% sur chaque transaction, mais ça se fait de façon automatique. Donc comme ça, je n'ai plus à y penser. Je vous expliquerai dans un autre épisode comment ça fonctionne et comment acheter, comment faire du DCA. Et enfin, je vais terminer cet épisode en vous parlant de l'avenir du Bitcoin. L'avenir du Bitcoin, il est assez incertain pour le moment. Alors au niveau de la concurrence, déjà, il y a beaucoup de blockchains. Je crois qu'on est à quelque chose comme 7000 blockchains, beaucoup de projets qui veulent concurrencer le Bitcoin. Le premier projet qui concurrence le Bitcoin, bien sûr, c'est Ethereum. On va en parler longuement, probablement dans le deuxième épisode. Et il y a aussi donc beaucoup d'altcoins, mais voilà, je pense qu'à long terme, toutes ces blockchains, toutes ces blockchains et toutes ces crypto-monnaies vont vivre ensemble dans un écosystème. Pour moi, il n'y a pas de réelle concurrence. Pour moi, l'avenir de la blockchain, ça va être plus une cohabitation de ces crypto-monnaies. Par contre, là où l'avenir est incertain, c'est au niveau de la régulation par les États. Mais il faut savoir que, comme je vous le disais au début de l'épisode, le Bitcoin, c'est un réseau de pair à pair. Donc même s'il y a une régulation, même s'ils interdisent le Bitcoin, ils n'ont aucun moyen technologique, technique, de nous empêcher d'utiliser du Bitcoin et de faire des transactions en Bitcoin. Tout ce qu'ils pourront empêcher de faire, c'est d'empêcher les commerçants d'accepter du Bitcoin. Mais de toute façon, on arrive très bien à s'échanger aujourd'hui du Bitcoin alors que les commerçants ne l'acceptent pas encore. Et je pense que c'est une vague. La blockchain, ça va être vraiment un raz-de-marée qui va submerger les États, qui va submerger toutes les institutions, je vais y arriver à le dire, financières notamment, mais aussi qui va révolutionner d'autres milieux comme la santé, les assurances, donc les finances. Avec la finance décentralisée qui a déjà cours depuis 2 ans, on en parle beaucoup. Voilà. Pour ma part, je m'intéresse de très près à la blockchain dans la santé. J'ai commencé à travailler sur un projet dont je vous parlerai à l'avenir. Et voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Je vais arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre une note, j'espère avec beaucoup d'étoiles s'il vous plaît. Encouragez-moi à continuer. Et sur cette vidéo sur YouTube, mettez un like, partagez, commentez. Voilà, faites le nécessaire pour m'encourager à continuer. J'espère que ça vous a plu et j'espère que les prochains épisodes vous plairont. Au niveau des prochains épisodes, je vais vous dire un petit peu ce que j'avais en tête, si je retrouve dans mes idées en vrac. Donc oui, je voulais vous parler de Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum et les smart contracts avec l'arrivée du Web 3.0. Les NFT, c'est du pixel art qui est plus cher qu'un Picasso. Voilà, on en parle beaucoup ces derniers mois. J'espère pouvoir inviter quelques acteurs du monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Je pense à Cryptomatrix, bien entendu, que je remercie très chaleureusement pour tout ce qu'il apporte à la communauté et tout ce qu'il m'a apporté personnellement. Mais aussi Asher de Just Mining. J'aimerais vous parler un petit peu plus de finances décentralisées, de la DeFi. J'espère pouvoir discuter un petit peu avec Julien Bouteloup
Voilà, je ne sais pas quand ni comment, mais on va essayer. Je pense que je vous parlerai de Stackinsat, qui est un acteur de la crypto-monnaie, donc comme je vous le disais, de l'achat du Bitcoin, qui sont basés au Pays Basque. Donc ce sont des voisins, puisque moi je suis à Bordeaux. Et je vous expliquerai comment acheter ses premiers Bitcoins, bien entendu, comment sécuriser ses crypto-monnaies, ce sera un épisode très important. Et bien entendu, comment éviter les arnaques dans le monde des crypto-monnaies, parce qu'il y en a beaucoup. Donc faites attention à vous. Si vous voulez apprendre dans le monde des crypto-monnaies, vous suivez @crypto.nurse sur Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et à la chaîne YouTube. Merci et à très bientôt. Au revoir.